Donc, samedi, la fin de la semaine, on est ensemble dans le cadre de notre communauté, en tout cas Pro Info. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour clôturer en beauté la semaine. En tout cas, merci pour vos encouragements. Merci pour la collaboration durant toute la semaine qui vient de s'achever aujourd'hui. Comme nous avons dit hier, la semaine a été abondante. Beaucoup de rebondissements en termes d'information. En tout cas, merci beaucoup, merci. Et voilà, ensemble toujours, on va continuer à échanger. Notre interaction devra toujours être gardée. C'est l'occasion ici de remercier alors nos frères qui sont en France, à Paris très précisément. Nous avons reçu beaucoup d'appels. En tout cas, trop d'informations nous est parvenues de là. En tout cas, merci également à nos frères qui sont au Canada, aux États-Unis aussi. En tout cas, pour cette semaine, ce sont ces trois pays qui se sont distingués. En tout cas, merci, merci beaucoup. Sans oublier nos frères de Boumia qui nous ont beaucoup appelés aussi, Lubumbashi de temps en temps, et aussi de Bukavu, parce qu'avec le passage de la première ministre à partir de Bukavu, elle est partie, en tout cas, participer à la cérémonie de la clôture des bureaux de la MONUSCO là à Bukavu. En tout cas, merci, merci, nous vous remercions. En tout cas, ça va tout droit au cœur. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions d'analyse, beaucoup de questions d'actualité. Mais nous avons sélectionné deux qui vont faire notre analyse avec d'autres informations que vous allez suivre aussi. Quelles sont ces questions? La première, c'est en rapport avec la décision, sinon le télégramme du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, aux deux gouverneurs, gouverneur Jacques Kiaboula et le gouverneur Daniel Bumba au Katanga et Kinshasa pour qu'ils viennent en échange avec lui le lundi. Après, on a constaté, c'est juste après la sortie de leur gouvernement avec instruction de ne pas, en tout cas, déposer leur programme de gouvernement à leurs assemblées provinciales. On va analyser cette question. Est-ce que ça a sa compétence? Est-ce que c'est normal d'avoir un gouvernement de 20 éléments? Alors, tout ça, nous allons analyser à travers cette émission. La deuxième question d'analyse, c'est un rapport avec des révélations que nous avons faites. Nous avons suivi tous et nous avons abordé cette question hier, en rapport avec le point de vue des responsables de Prodimpex, une des filiales de groupe Rainji. Nous ont parlé ici que Gilles Alenghetti était responsable, c'est lui qui, en tout cas, faisait de fausses déclarations en faveur des entreprises et contre le pays. Et voilà, le pays perdait beaucoup de millions de dollars américains et c'est lui, l'homme orchestre. Les vidéos circulent et nous avons, en tout cas, aussi mené nos enquêtes pour avoir certains éléments. Alors maintenant, les informations. La première information, c'est au Sénat. Le Sénat, le président du bureau d'âge, Pascal Kingolo, qui déplore parce qu'il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles il y aurait mauvaise gestion, l'argent du Sénat serait mal géré, les ressources sont mal gérées, et il a pris une correspondance, il dit en tout cas c'est faux, des mauvaises allégations du genre nous ne pouvons pas accepter. Donc il demande cette information. Il y a le vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, qui a plaidé lors de le Conseil des ministres, hier, alors vendredi, pour le financement très rapide afin de relancer les activités de la compagnie aérienne Congo Airways, qui risque, selon lui, de perdre sa licence d'exploitation en septembre prochain. Vous savez bien, depuis un moment, Congo Airways ne fonctionne pas. Ces avions sont pratiquement en panne. Il faut maintenant relancer l'achat des autres avions pour que la compagnie, en tout cas, fonctionne normalement. Aujourd'hui, beaucoup de nos coins du pays sont un peu bloqués. Et donc, je crois que c'est une bonne idée. Nous ne pouvons pas, à chaque fois, nous tentons et puis on n'avance pas normalement. Il y a le ministre d'État, ministre de la Justice, qui a visité le centre pénitentiaire de Kinshasa. Ici, nous parlons de la prison centrale de Makala, où il est allé se rendre compte des conditions difficiles que vivent les prisonniers. Et je crois qu'il a pris l'option de désengorger. Et il y a des points de vue des femmes qui ont expliqué comment ils vivent et tout ça. Alors là, nous pouvons suivre ce petit reportage
de la visite du ministre de la Justice à la prison centrale. Autour des différents pavillons, le patron de la justice congolaise a personnellement déploré les conditions carcérales dans lesquelles vivent les détenus de la prison centrale de Makala. Profitant de l'opportunité, les prisonniers ont dénoncé les conditions de détention. Il faut revoir le système de justice. Prison centrale, ce sont des grands criminels. Mais awa ekomi mutu aibi téléphone à $5 batindi na prison Makala. Mobali ayokeli mwasi na yezua atindi na prison Makala. Ngana zana ndeko na nga magistrat to za procureur to swani mutu aye Makala. Si bokoki ko salisa biso ko échelonner ba infraction. Ta kombo ya ba mama nyonso. To komaki apo to sali mabe. Nazo sengela bango pardon to za na bezo to la ba bana to tiki bango na ndako. To umele ya makasi place akola les até conditions za biété. Au nom de engagé et déterminé, le ministre promet de solutionner le problème de désengorgement des prisons. Mokonzi ya mboka a nommé biso na justice pour redresser système judiciaire na biso et système pénitentiaire. Oui, bah été mokonzi ya mboka apesi biso mitindo ya relancer programme ya désengorgement et à prison. L'autre question, c'est Denis Lessi, le prophète de la nation. Ça, c'est la République, comme quand tu dis ça particulier. Non, nous sommes un pays extraordinaire. Je vois l'autre là, on appelle Baraka. Est-ce que c'est une folie? C'est quoi? Je comprends pas. Moi, je pensais qu'on devrait être incarné par des valeurs. Hélas, hélas, malheureusement. Vraiment hélas. Et nous sommes emportés par des gens comme ça. La conséquence, c'est la société désarticulée. Les gens n'ont plus la capacité de réfléchir parce que, en tout cas, avec des prédications qui nous ramènent vers le bas, du fait d'avoir des gens également aussi qui ne méritent pas se mettre devant les gens, mais sont eux qui prêchent. Et nos femmes, et la pauvreté nous emporte, nous amène vers eux. Et parfois, nous ne parvenons pas à bien réfléchir. Alors maintenant, après ces délires, aujourd'hui, il est en cavale, Denis Lessi. Voilà, il implore maintenant la grâce présidentielle pour que, en tout cas, il retrouve la liberté. Il s'est caché quelque part et il dit, et pourtant, il a échangé avec le pasteur qui a perdu sa femme dernièrement ici. Il s'appelle encore comment le pasteur qui a perdu sa femme ici, c'est qui? Marcelo. Il dit, nous avons échangé avec eux, on a échangé devant leur père et on s'est pardonné. On ne comprend pas pourquoi jusqu'ici on continue à le pourchasser. Il y a une commission mixte envisagée entre les ministères des IDPR et des Finances pour le financement des infrastructures routières en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, service des infrastructures, le gouverneur de Kinshasa a en même temps participé dans ces échanges sur la présentation du programme quinquennal 2024-2028 de butinage et routes d'intérêt général et voirie urbaine. En tout cas, merci parce que l'aide de notre communauté nous a appelé la fois passée lorsque nous abordions la question. Vous savez, de temps en temps, je reviens sur la question des infrastructures. Il nous a dit que lui, à son tour, était entré en contact avec un membre, un proche du ministre des Infrastructures, là, qu'il avait confirmé que le problème, ce n'est pas au ministère des Infrastructures, mais au ministère des Finances. Et voilà, quelques temps après, ça nous fait la fierté lorsque c'est que nous disons, les gens écoutent, matérialisent. Ça ne peut que nous réjouir. Et nous voulons que cela soit, en tout cas, palpé auprès de la population à travers la réhabilitation des voiries. Et finalement, on a créé cette commission. Ils ont échangé et nous espérons que d'ici quelques temps, nous allons voir les actes qui seront posés. Mais seulement nous insistons, c'est pendant ce mois qu'il faut poser les actes. Parce que quand les pluies vont commencer, ce sera encore très difficile dans la ville de Kinshasa. Il est temps, nous sommes au mois de juin, d'ailleurs nous sommes au mois de juillet. Question d'en profiter, c'est maintenant. Vos commissions vont encore tirer les choses à longueur inutilement. Et pourtant, nous sommes pris par le temps. Voilà, ça c'est les informations. Je pense que nous avons tout ramassé. On a ramassé tout ce qui était important en termes d'informations. Et maintenant, c'est les analyses. Première question d'analyse.
Wow. Le télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. En sa qualité du ministre de l'Intérieur et Sécurité. En sa qualité d'interface du gouvernement face aux provinces. Il est mieux placé de rappeler les gouverneurs lorsqu'ils sont en déviance, par exemple, de la loi. L'intérêt est de respecter notre Constitution. N'oublions pas que dans nos provinces, à chaque fois lorsqu'il y a des problèmes, on recourt au ministre de l'Intérieur pour la médiation. Autant de fois, Pascal, je vous parle de temps en temps, c'est que nous avons connu les conflits en province dus au dysfonctionnement entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Et en fin de compte, c'est le ministre de l'Intérieur qui tranche. Et donc, acceptons en même temps aussi, lorsqu'il trouve qu'il y a des déviances, surtout dans le respect de la Constitution, que le ministre de l'Intérieur intervienne aussi. Parce que d'autres vont plus loin pour dire d'où il tire ce pouvoir. Non, il tire ce pouvoir du fait que c'est lui qui est l'interface entre le gouvernement central, le pouvoir central, sinon même le chef de l'État et les provinces. Il est dit clairement dans la Constitution, l'article 198, alinéa 5, le gouvernement provincial est composé de 10 ministres. Mais nous venons de constater qu'il y a de ces gouverneurs qui sortent leurs gouvernements provinciaux avec 20 membres, 10 ministres provinciaux et 10 commissaires. C'est là l'analyse de Pascal. Mais je veux d'abord commencer par vous lire cette disposition de la Constitution, l'article 198, pour que tous nous puissions avoir la même lecture et avoir le même regard. L'article 198 de la Constitution, alinéa 5. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Ben, je vais continuer pour que vous compreniez, qu'on ne dise pas, non mais voilà, il y a l'autre phrase qui a été sautée, non. Avant d'entrer en fonction, le gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme de son gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Les membres du gouvernement provincial peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale. Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution n'appliquent. Bon, ça c'est autre chose. Vous allez maintenant au chapitre 2 de la Constitution. Il est libellé ceci, des provinces. Section 1. Des institutions politiques provinciales. Et quand vous lisez, nulle part vous trouvez le concept de commissaire général ou je ne sais pas provincial. Alors nous allons maintenant nous poser la question, d'où tire-t-il ce pouvoir, ces gouverneurs, alors que tous nous savons le pouvoir est d'attribution. Ce que la Constitution vous a attribué est clair. Vous devez avoir dans votre gouvernement au moins 10 ministres. Mais vous ajoutez 10 commissaires. D'où tirez-vous ce pouvoir? Qui vous a donné cette autorisation? Quelle est cette disposition légale qui vous dit de créer des concepts qui ne sont pas prévus dans la Constitution en ce qui concerne vos exercices en tant que gouverneur?
Alors la question, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'ils ont sorti leur gouvernement, vont-ils revenir à leurs décisions ou vont-ils en tout cas bafouer et la loi et les orientations du ministre de l'Intérieur? Pascal, je dis, ils ne peuvent pas oser bafouer les orientations du ministre de l'Intérieur. S'ils les font, il y aura des conséquences à l'avenir, parce qu'en fait, lorsqu'il y aura des problèmes, comme nous avons dit au début ici, ils recourent au ministre de l'Intérieur. Vous savez comment les assemblées provinciales se comportent contre les gouverneurs. À ce moment-là, le ministre risquera maintenant de tourner le dos au gouverneur qu'il aura défié au départ. 2. Il y aura une autre possibilité, c'est que soit ils vont maintenant à leurs assemblées provinciales, les députés provinciaux éclairés par la Constitution au regard de cette disposition vont comprendre que le gouverneur est allé outre que les dispositions de la loi et cette fois-là, ils peuvent rejeter le programme du gouvernement afin que le gouverneur fasse un autre programme tout en s'adaptant aux dispositions de la Constitution. 3. En cas ou au cas où il arrivait que à l'Assemblée provinciale, nous savons parce qu'ils sont en intelligence aujourd'hui avec les gouverneurs, la preuve c'est que vous voyez beaucoup de ministres provinciaux, beaucoup de députés provinciaux se sont retrouvés comme ministres provinciaux. S'ils se coalisent avec le gouverneur pour faire passer le programme, tout citoyen, même le ministre de l'Intérieur, peut cette fois-là saisir le Conseil d'État parce qu'il s'agit des actes administratifs. Demander au Conseil d'État d'annuler l'acte posé par le gouverneur sur la nomination de ses membres du gouvernement et maintenant l'invention des commissaires généraux, spéciaux, je ne sais pas, ou provinciaux, qui n'est pas clairement indiqué dans la Constitution. Et à ce moment-là, on peut revenir à la raison. Mais je crois que le bon sens poussera ces gouverneurs à pouvoir s'incliner, comprendre qu'il est anormal à ce jour d'aller outre ce que dit la Constitution et ce que, en tout cas, suggère le ministre de l'Intérieur. Il n'a rien fait de mal, il vous appelle simplement à vous accommoder à l'esprit de la Constitution. Et voilà pourquoi nous disons, mais d'ailleurs, je crois aussi, il y a Sud Kivu, où il y a 3 commissaires, que ce ne soit pas une culture, que ce ne soit pas une habitude. Mais vous les appelez commissaires, mais en réalité, ce sont des ministres provinciaux. C'est juste un concept voilé, d'abord qui n'existe pas dans la Constitution, vous avez compris. Ils vont se comporter comme des ministres. La tendance aujourd'hui, et vous avez vu même lorsque la première ministre sortait son gouvernement au niveau national, la tendance est de comprimer, de réduire le nombre de ministres, afin d'optimiser la gestion, afin de renforcer, en tout cas, l'efficacité. Mais curieusement, au niveau provincial, on fait le contraire, on élargit. Comme s'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent. Je crois que ce n'est pas une bonne stratégie à ce jour où nous savons bien que les finances font défaut au pays. Au lieu de canaliser, de capitaliser le peu que nous avons, et nous allons maintenant les éparpiller par des fonctions qui ne servent à rien, parce que simplement il faut maintenant satisfaire ceux qui nous ont accompagnés. Je pense que vous m'avez suivi, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est s'incliner à la position du ministre de l'Intérieur, parce que sa position est rationnelle, c'est conforme à la Constitution. Un gouverneur ne peut avoir que 10 ministres, pas de commissaires spéciaux ou quoi que ce soit, ce n'est pas constitutionnel. S'ils vont outre la position du ministre de l'Intérieur, c'est que nous allons voir comment les députés provinciaux vont réagir à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. Ça veut dire rejeter cette fois-là le programme du gouverneur. S'ils ne rejettent pas le programme du gouverneur parce qu'ils auront travaillé à l'intelligence avec le gouverneur, chaque Congolais peut saisir le Conseil d'État. Mais ici, spécifiquement, le ministre de l'Intérieur
à travers ses services, vont saisir le ministre, enfin, va saisir le Conseil d'État pour que le Conseil d'État apprécie les actes administratifs posés par les gouverneurs. Cette fois-là, il prendra une ordonnance, il prendra un arrêté, si vous voulez, de surseoir ou d'annuler les actes administratifs posés par les gouverneurs. C'est de cette façon qu'on devra, en tout cas, nous adapter. Nous avons lu la disposition de la Constitution, en tout cas, nulle part de la Constitution, on permet à un gouverneur d'avoir une équipe au-delà de 10. Et la Constitution est claire, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas une point-virgule. Donc, j'aurais dit l'article pour terminer. La Constitution dit, la disposition, le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10 points. C'est fini. Il n'y a pas eu d'autre explication. La deuxième question d'analyse. Nous vous avons parlé hier. Je pense que nous devons, à un certain moment, réellement aimer ce pays. Nous devons laisser les impressions, alors qu'en réalité, au fond de nous, nous sommes mauvais. Il y a un sage dans ce monde qui a dit « L'homme n'est bon que lorsqu'il est visible ». Mais moi, je veux dire, mais naturellement, l'homme congolais n'est bon que lorsqu'il est visible. Quand il n'est pas visible, il est pire qu'un petit enfant. Question de voir lorsqu'il n'a pas la lumière, comment les gens se comportent. Et donc, je pense que nous tous, nous devons nous interpeller, nous regarder, afin de prendre une certaine décision à un certain moment pour aider ce pays qui a tout, mais qui n'avance pas, qui ne connaît pas le développement à cause de notre comportement simplement. Des gens qu'à un certain moment, nous pensions qu'ils pouvaient faire l'exception, et lorsque vous regardez leur comportement, lorsqu'il n'y a pas la lumière, lorsqu'ils ne sont pas vus, mais tout est un problème, c'est décevant. Les allégations que nous avons suivies, et tous nous sommes en train de suivre, des allégations avancées par les responsables de Prodimpex, une filiale du groupe Raoji, contre l'inspecteur général Jules Alinguetti. Hier, inspecteur de la DGI, ainsi de suite, patati patata, c'est possible. Mais il faut attendre ce qu'ils disent. Comme c'est lui ou cet inspecteur à son temps qui facilitait leur mafia. Où ces entreprises indiennes et ailleurs faisaient l'argent des millions et des millions sur le dos du pays. Et c'est un fils du pays qui facilitait cela. Pas autre personne ici, on cite Jules Alinguetti. Qu'est-ce qu'il faisait? Selon ce que nous avons ici comme dénonciation à travers l'enquête menée par nos confrères. Et les points de vue de ces responsables de Prodimpex. Une société pouvait générer beaucoup de recettes. 30 millions par exemple. Mais on fait de fausses déclarations auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo. Non, ce n'est pas 30 millions, mais 6 millions comme chiffre d'affaires. Imaginez le gap. Sur 30, vous présentez 6 et 24 millions là. On va justifier par des TVA, par ceci, ainsi de suite. Et qui faisait ce travail selon des révélations ici? C'est Jules Alinguetti. Et en fait, compte, parce qu'il aura fait le travail de couverture sur les 24 millions autres là, à l'intérêt des entreprises, et qu'elles vont finalement faire ces entreprises? L'honorer lui en privé. En termes de cash. En termes d'honoraires plutôt.
et il va recevoir cet argent. Et ici, la révélation dit, imaginez cela, nous faisons des années. Et on va impliquer sa femme, ainsi de suite. Waouh, je me suis dit, mais finalement... Bon, suivons d'abord. En résumé, ce produit de l'enquête, mais c'est coupé à 2 minutes simplement, cette partie, et chacun de nous peut se faire l'idée. Suivons. Il y avait des dossiers séparés. Par exemple, en un an, il recevait 3 ou 4 millions pour les groupes et ensuite, il recevait 2 millions ou 2 millions et demi pour Rabobank. Supposons que Rabobank ou toute autre société du groupe réalise un chiffre d'affaires de 30 millions. Les groupes ne va déclarer que 20%, soit 6 millions. Nous savons que le chiffre d'affaires est 30 millions. Mais ils ne déclarent que 6 millions. Alors, pour couvrir les 24 millions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler. Et combien? Dans la TVA, dans toutes les taxes, pour prouver au gouvernement que votre chiffre d'affaires était en fait 6 millions et non 30 millions. Pour prendre toutes ces dispositions alors, nous devrions payer tout cela à Jules Alinguete. Parce que c'est lui qui faisait tout cela. Nous avons suivi, nous devons nous regarder. Moi, je ne vois pas seulement Jules Alinguete. Non, nous devons tous nous regarder. S'il y a des inspecteurs aujourd'hui, que ce soit à l'IGF, que ce soit à la DGI, que je ne sois pas dans quelle régie financière, à travers cet élément, nous devons nous regarder. Est-ce que nous aimons ce pays? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Gratter le ciel? Si vous aurez tout eu, et vous continuez toujours à vouloir en avoir beaucoup, face à la grande population qui vit dans des conditions difficiles, de la pauvreté, et vous vous transformez un moment en faiseur de prêchi-prêcha, les donneurs de leçons, alors que c'est vous qui êtes le malheur des Congolais. Vous qui preniez des millions de Congolais. Mais ça fait mal. Tout Congolais attend maintenant, face à cette question, la version de l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete. Parce que nous avions suivi ces Indiens dire qu'ils sont prêts à pouvoir venir à Kinshasa parce qu'ils ont fui, à pouvoir venir à Kinshasa à condition que le pouvoir de Kinshasa les rassure la sécurité. Et nous avions vu nous exhiber des lettres à manuscrit signées par Jules Alinguete avec des montants. Et il garde toutes ces lettres que nous avions vues à travers la vidéo. Et moi, qu'on nous dise, non, c'est faux. Si c'est faux, alors c'est seule la personne de l'inspecteur général de l'IGF peut maintenant, cette fois-là, organiser un point de presse, faire une communication à son niveau avec des éléments d'appui pour informer l'opinion effectivement que tout ce que les autres ont dit, c'est faux. Et lorsqu'il aura dit que c'est faux, sûrement que les autres vont vouloir maintenant le prouver que c'est vrai. Et à ce moment-là, nous serons à mesure d'apprécier. Nous aurons le pour, nous aurons les contre et la substance nous pouvons tirer. Est-ce que c'est par le procès? C'est possible. Parce que ça, c'est un détournement des deniers publics. Et j'ai eu l'impression, lorsque j'ai suivi la vidéo, que c'est ce qui se fait. Pas seulement Jules Alinguete, mais c'est ce qui se fait par les régies financières contre le pays. Question de voir seulement leurs conditions de vie. Non. Je crois que nous devons aimer ce pays, sincèrement. Nous avons bien voulu vous fixer sur ces deux points. Et bien avant, nous vous avons donné beaucoup d'infos. Mais en fait, quand vous me permettrez que j'aborde une question de réflexion avec vous. Je vais réfléchir. Ici, je réfléchis avec les Congolais. Si vous n'êtes pas vrai Congolais, s'il vous plaît, ne suivez pas cette partie. Tous, nous avons suivi. Je ferme d'ailleurs les boutons ici. Je ferme comme ça. Nous avons suivi les gens nous dire que Kanyabayonga est récupéré par
les assassins, les tueurs de nos frères et sœurs à l'Est. Je vous dis jusqu'à la preuve du contraire, quand je venais ici, la ville, la cité, est dans des conditions où on ne sait pas habiter. Mais personne ne peut vous dire que ces assaillants, que ces tueurs, ces assassins sont entrés. Nos FARDC et les Wazalènes sont là. Et nous aurons la suite. Mais simplement, quand j'ai entendu cette question, je me suis dit, il y a autre chose. Chers frères, vous devez réfléchir. Tous nous avions mené ici le combat pour que la MONUSCO parte. Mettez en tête. Ça, c'est Pascal, après avoir navigué dans le temps. La MONUSCO n'a pas été prête pour quitter la République démocratique du Congo. Je vous rappelais la pensée de membres de l'ONU, avant c'était, non, après c'est MONUSCO, c'était, avant c'était MONUC. Il disait non Kunda, no job. Et maintenant que le job va s'arrêter, ils vont vouloir vous prouver que c'est nous qui vous sécurisons. Et cela par l'instrumentalisation des autres groupes armés pour nous déstabiliser. Prenez rendez-vous avec moi et gardons le cap. Sûrement qu'à leur départ, nous allons connaître des déstabilisations. Pour que, entre nous, nous puissions dire, mais il ne fallait pas que la MONUSCO parte. Mais Pascal vous dit, sortons, oui, va nous déranger, mais lorsque nous aurons trouvé solution, ce sera alors une solution durable et pérenne. Parce que, à ce jour, tout ce que nous faisons, ils ont dans leur équipe, non seulement les militaires, ainsi de suite, ils ont des services de sécurité qui travaillent, qui comprennent notre pays, qui ont la carte de notre pays, qui savent qu'à tel endroit, il n'y a pas la sécurité. Vous pouvez être par tel endroit, vous allez atteindre tel objectif. Ils le savent. Et nous allons connaître un moment de déstabilisation. Chers frères, mettez ça en tête. Quand vous attendez que certaines choses ne marchent pas, sinon ils nous attaquent, c'est un moment, c'est un temps, parce qu'au moment où nous avons pris l'engagement de nous séparer de ces gens, nous allons connaître ça. Mais par la détermination, nous aurons par la suite une paix durable. Que personnellement, je n'ai pas été d'accord que Jean-Pierre Bemba, à ce stade, quitte le ministère de la Défense. Merci. N'allez pas ailleurs. En tout cas, c'est ici, les analyses. Pas ailleurs. On est ensemble ici. Vous qui aimez le pays, nous qui aimons le pays, nous devons interagir, échanger les idées afin de nous orienter pour que notre pays retrouve quand même sa dignité. En tout cas, c'est à travers cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fête de la semaine. Dès le lundi, on se retrouve ensemble, tous pour analyser d'autres questions d'actualité. Au revoir.